Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde, cet écho consacré au thème très important de l'industrie, des industries culturelles et créatives et donc de la générative AI et de ses points d'impact sur le secteur, notamment en matière de transparence et de responsabilité des acteurs. Je suis ravi d'animer la séance. Moi, je suis Damien Doudin, je suis investisseur dans l'équipe des industries culturelles et créatives de BPI France. Je fais un petit aparté, un grand remerciement à l'équipe de BIC d'organisation et puis à Johanna qui m'a aidé à monter cette table ronde. Et puis bien entendu, un grand merci aussi aux intervenants à qui je vais bientôt céder la parole. Le sujet de la generative AI, vous le savez, est absolument critique. Le lancement des grandes plateformes ChatGPT, DALL-E, Midjourney ont grandement popularisé la technologie. Ont amené effectivement une grosse démocratisation de l'usage auprès des créatifs. Et c'est une véritable déflagration en fait qu'enregistre le secteur des industries créatives. Pourquoi ? En fait, il y a deux grands niveaux de sensibilité. Il y a à la fois un choc de la production où en fait on se rend compte qu'on produira les films, un jeu vidéo, qu'on éditera un livre plus du tout de la même manière qu'on le faisait historiquement. Donc ça, c'est un premier point d'impact. Et puis il y a un deuxième point d'impact qui est la créativité, où aujourd'hui, historiquement, on dessinait une collection sur du papier, on écrivait un scénario en se grattant la tête la nuit sur son PC. Aujourd'hui, en fait, on a la capacité de prompter un grand modèle et d'avoir en fait un output, une image, du texte, quasiment prêt à l'usage. Et donc ça, c'est vraiment révolutionnaire du point de vue des industries créatives. Mais c'est pas sans poser un certain nombre de questions. D'enjeux assez clés pour le secteur. Un enjeu d'abord de répartition de la valeur. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose d'être un créatif et d'apporter une collection de mode sur le marché. Demain, il y aura une rétribution potentiellement à faire à ce modèle qui vous a permis de sortir cette collection, à la data qui a permis d'alimenter le modèle, et puis à la fin de la journée aussi à l'humain. Donc ça, c'est un premier enjeu. Il y a un aspect humain qui est critique. Aujourd'hui, on a des créatifs qui sortent d'écoles de formation d'excellence. Demain, est-ce que la brique IA, la maîtrise de ces technologies, ne va pas aussi répercuter à la fois dans la formation initiale et dans l'entreprise ces métiers-là? C'est aussi clairement un enjeu. Il y a un enjeu de responsabilité aussi pour les acteurs des ICC d'afficher des contenus. On en discutera. Représentation de la diversité, c'est des enjeux clés pour les ICC qui sont des fabricants de contenu, des fabricants de rêves et d'inspiration. C'est un enjeu qui est clé. Et puis il y a des autres enjeux qu'on discutera tous ensemble dès maintenant. Ce que je propose de faire, c'est de vous céder tout de suite la parole, de vous laisser Mathieu, Vanessa, Marion et Gilles vous présenter votre parcours. Et puis je pense que ce qui serait intéressant, c'est en guise d'icebreaker pour tout le monde, c'est de pouvoir que vous puissiez nous donner un petit use case un peu vibrant de l'IA générative dans vos parcours un peu respectifs. Et puis voilà, on vous écoute. C'est parti, je me lance. Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis Marion Carré et je dirais que j'ai une première grosse casquette de praticienne de l'intelligence artificielle, dans le sens où la société que j'ai cofondée, dont je suis présidente, qui est Ask Mona, déploie pour les institutions culturelles des solutions qui mobilisent l'intelligence artificielle depuis à peu près 7 ans. Et donc, forcément, on a pris ce tournant de l'intelligence artificielle générative pour voir comment est-ce qu'on peut s'en servir pour favoriser la diffusion des connaissances et notamment faire en sorte que pendant la visite culturelle, on puisse solliciter ce type de services, de solutions pour en savoir plus sur les collections, sur les œuvres, etc. Donc ça, c'est ma casquette Ask Mona et j'ai aussi une casquette où je prends un peu plus de recul sur ces questions. Je suis notamment enseignante à Sciences Po Paris. J'ai aussi une activité de création artistique où je mobilise l'intelligence artificielle et peut-être ce qui m'a bluffée, ça m'a bluffé en 2021, donc ça remonte un petit peu. Mais j'avais
notamment fait un travail artistique où j'avais généré des textes avec GPT-2, qui est l'ancêtre de ChatGPT. J'avais réussi à générer des fausses archives aussi vraisemblables que les archives originelles. C'était tout le projet artistique et j'avais été très très bluffée à ce moment-là puisque je les rangeais dans des dossiers différents, mais sinon j'aurais été incapable de les distinguer. Donc ça, c'était mon premier, on va dire, bluff vis-à-vis de l'IA générative en 2021. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Vanessa Bouchara, je suis avocate spécialiste en propriété intellectuelle, je travaille pour beaucoup de sociétés, notamment dans l'univers créatif. Donc on est très confronté régulièrement à ces problématiques d'intelligence artificielle, que ce soit dans la génération de contenu ou encore aussi dans le sourcing. Est-ce qu'on peut avoir recours et de quelle manière ? Et très régulièrement en interne, les entreprises se posent la question, quand ce sont des entreprises créatives, de quelle manière elles peuvent permettre à leurs équipes, notamment créatives, stylistes, DA, d'avoir recours à l'intelligence artificielle, quelles règles elles mettent en place, comment elles le structurent, est-ce qu'elles peuvent présenter des collections d'intelligence artificielle, est-ce qu'elles peuvent le faire sans risquer de porter atteinte à des droits de tiers? Et tout ça, c'est des problématiques qui nous intéressent qui nous occupent assez intensément. Moi, je trouve qu'une des dernières initiatives en matière de mode et d'intelligence artificielle, pour parler de quelque chose qui nous a plutôt séduit ou en tout cas intéressé, c'est par exemple la marque de mode Desigual, qui est une marque connue pour avoir des visuels très forts. C'est une marque espagnole. Et cette marque a décidé de lancer une collection entière uniquement réalisée à partir de l'intelligence artificielle. Et donc de présenter cette collection, d'animer cette collection, aussi en communiquant sur le fait que c'était une collection réalisée à partir de l'intelligence artificielle. Donc évidemment, c'est un coup marketing, mais ça montre le champ des possibles et ça montre aussi à nous tous en tant que consommateurs qu'en réalité, l'intelligence artificielle va être de plus en plus présente puisqu'on est en mesure d'acheter une œuvre, un produit entièrement créé, entièrement généré avec de l'intelligence artificielle. Donc ça date de juillet 2023, donc c'est assez récent. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de vous présenter cette initiative. Alors bonjour, mon nom est Mathieu Morgenstern, je dirige le groupe WPP en France. WPP, c'est mondialement le leader mondial de la communication et du marketing, c'est 100 000 personnes. Parmi ces 100 000 personnes, il y a au moins 30 000 créatifs qui sont dans le domaine de la communication, donc ils travaillent pour des marques. En France, WPP, c'est un peu plus de 2000 personnes, donc beaucoup de créatifs aussi, et je parlerai d'un certain nombre d'initiatives qu'on met en place, d'un certain nombre d'expériences qu'on a. Je peux vous citer un exemple que je trouve intéressant. On parle souvent dans l'IA générative de générer du son, de générer de l'image ou de générer du texte. On parle un peu moins de la génération de son. Et on a fait quelque chose d'assez intéressant pour... vous allez voir, hein, le lien est intéressant. Pour l'US Open, l'Australian Open et Wimbledon, peut-être Roland Garros bientôt, qui est de générer le son des matchs pour les personnes qui sont non-voyantes et qui ne voient pas la balle. Et donc comment, en temps réel, générer du son spatial en 3D qui reflète les mouvements de la balle, la proximité avec les lignes, l'emplacement, etc. etc. Et les 3 tournois ont décidé de l'adopter les uns après les autres parce que ça génère une émotion absolument incroyable chez ces personnes qui entendaient les commentaires des matchs, qui aiment le tennis, ou qui s'imaginent un peu, mais là qui le ressentent. Et voilà un usage positif qui fait plaisir. Et pour conclure, je m'appelle Gilles Gaillard, je suis entrepreneur du secteur du divertissement. J'ai longtemps dirigé une société d'effets spéciaux et d'animation qui s'appelle Microsimage pendant une vingtaine d'années. Et je l'ai revendue au groupe Technicolor qui m'a confié pendant longtemps sa division animation et jeux vidéo, où j'encadrais une large équipe dans le monde, à peu près 3000 personnes. Et j'ai quitté cette entreprise pour fonder un certain nombre de nouvelles initiatives, une en particulier qui s'appelle Animage et qui recherche dans le digital les créateurs numériques de demain et qui identifie quel projet pourrait devenir des franchises dans le secteur précis des enfants, des contenus à destination des enfants. Quand je pense intelligence artificielle, et je pense qu'on va avoir l'aide d'une définition, je pense algorithme. Et évidemment, quand on est professionnel de la manipulation de l'image,
c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Ce qu'on a appelé l'image de synthèse, c'est faire générer une image par un ordinateur, par définition, la faire générer par un algorithme. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que l'interface probablement change. Donc si je dois penser à la première rencontre avec cette capacité-là, c'était lorsqu'on a inventé les textures procédurales en 3D qui permettaient de reconstituer une texture d'un vêtement, par exemple, quelle que soit l'échelle où on la regarde. Énorme révolution à l'époque. Et tout le monde se demandait comment on était arrivé à faire. Et puis, si je le mets plus proche de moi, je voudrais partager une deuxième, pardon, je triche un peu. C'est celle d'avoir recherché, comme je disais, des gens qui sont capables de générer des audiences très intéressantes sur le digital. Et on a identifié un jeune créateur aux États-Unis qui arrivait à faire énormément de vidéos de méditation très longues et plutôt extrêmement qualitatives. Et on arrive à contacter ce créateur en lui disant « mais c'est vachement intéressant, tu as réussi à faire une croissance d'audience phénoménale, tu postes des vidéos qui font 60 à 70 minutes tous les jours, d'un très haut niveau de qualité. » Et le gars nous explique ça m'intéresse de travailler avec vous parce que en fait, la façon dont je travaille, c'est que je suis abonné à une dizaine, une quinzaine d'autres sites de méditation. Et à chaque fois qu'il y a une site de méditation qui a une nouvelle vidéo de méditation qui est générée, je prends les sous-titres et je les paraphrase. Je prends Shazam et je trouve un comparatif sur la musique et je le trouve dans Google Music. Puis je fais générer des images automatiques avec DALL-E. Et la raison pour laquelle je vous parle, c'est que pour le moment, je fais tout ça à la main. Et si vous m'aidez à l'industrialiser, ça va être encore mieux parce que je vais encore gagner plus d'argent en faisant encore moins. Voilà, c'était comme ça permet d'introduire les deux facettes de la discussion, je pense. Merci Gilles, merci à tous. Moi, j'ai une première peut-être question pour toi, Marion. On connaît tous l'intelligence artificielle, je dirais, a préexisté, prédaté ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi la Generative AI est une itération, finalement ? Qu'est-ce que ça ouvre, en fait, comme champ des possibles pour toi et puis ton business Avec plaisir. Effectivement, si vous êtes dans cette salle, c'est que vous avez tous à peu près déjà entendu parler d'intelligence artificielle. Peut-être que vous êtes aussi assez conscient du fait qu'on a l'impression que ça a émergé là ces 5-10 dernières années, mais en fait, c'est une technologie qui remonte aux années 50-60 avec plusieurs phases de grand engouement autour de l'intelligence artificielle et de déception. Donc, c'est intéressant d'avoir ce recul historique déjà sur cette technologie. Et si on se pense sur ce qui se passait dans les années 80, il y a pas mal d'applications qu'on a aujourd'hui qui étaient déjà anticipées, mais pas les moyens technologiques pour les faire advenir. Donc, petite parenthèse historique sur l'intelligence artificielle. Effectivement, depuis quelques années, c'est quelque chose qui revient en force avec cette puissance de calcul démultipliée qui a permis une approche différente sur la façon dont on entraîne les intelligences artificielles. Mais c'est vrai que jusque-là, alors moi j'aime beaucoup la métaphore des poupées russes pour parler de l'intelligence artificielle, dans le sens où il y a cette espèce de grande poupée fourre-tout d'intelligence artificielle. Ensuite, il y a le machine learning, enfin il y a plein de sous-spécifications plus on rentre dans la granularité. Mais c'est vrai que ce qui change en termes d'approche avec l'intelligence artificielle générative, et là je vais prendre un exemple issu de la pratique d'Askmona, c'est que jusque-là, on devait entraîner une intelligence artificielle à reconnaître des tableaux, on lui mettait une centaine d'exemples, reconnaître des intentions de demande de visiteurs, on lui mettait plein d'exemples, on l'entraînait. Et donc, ça avait des limites. Par exemple, il y a un truc qu'on avait toujours rêvé de faire qui était de permettre à quelqu'un de dialoguer avec une œuvre d'art en posant toutes ces questions, en ayant des réponses. Mais en fait, c'était impossible jusque-là parce que par définition, l'art, ça génère tout type d'idées chez les uns et les autres. C'est impossible de tout anticiper, donc on ne pouvait pas du tout anticiper toutes les typologies d'intention des personnes face à une intelligence artificielle, face à une œuvre d'art. Et aujourd'hui, avec l'IA générative, on met une grosse base de connaissances sur l'œuvre et ça couvre un grand nombre de questions potentielles que peuvent se poser les gens. Donc ça, c'est un exemple appliqué à la médiation, mais qui montre qu'il y a vraiment une ouverture des possibles qui est très importante. Et si on élargit et qu'on prend le champ de la création, ça permet énormément de choses. Déjà, c'est une sorte de boîte à outils entre les mains des créatifs et on va y revenir, mais il y a tout cet aspect d'inspiration où on peut effectivement faire générer un certain nombre de pistes créatives qu'on vient ensuite réinterpréter, modifier, etc. Et je pense que ce qui a vraiment changé aussi avec l'IA générative, c'est qu'on passe d'une technologie qui était en soi très présente,
ancré dans nos quotidiens, dans nos boîtes mail, dans nos applications de streaming, d'orientation géographique, etc. Mais on était assez peu conscient d'utiliser de l'intelligence artificielle. Et ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on a des outils, des plateformes qui mettent ça entre les mains de tout le monde. Et donc tout le monde peut consciemment aller utiliser une IA pour l'assister à telle ou telle tâche avec ChatGPT, Bard, Midjourney et compagnie. Et donc je pense que c'est ça qui change aussi la donne, c'est la masse et l'effet de mise à disposition entre les mains de tous de ces outils-là. Mais il y a exactement un an, je parlais avec la personne en charge de la communication institutionnelle de Google qui me disait il y a 12 mois, il est hors de question qu'on prononce le mot intelligence artificielle chez Google publiquement. On cachera jusqu'au bout le fait qu'il y a de l'IA dans les mobiles, que les photos sont corrigées par l'IA parce que ça angoisse les gens, etc. 12 mois après, ils se positionnent comme le leader de l'IA, ils le disent partout à tout le monde. Donc en effet, tout a changé. Ouais. Non, et c'est vrai qu'en fait, ce qui a changé, et ça existe depuis très longtemps, mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé. Et il y a très peu de gens qui n'ont pas testé ChatGPT en posant des questions, quelles qu'elles soient, pour voir la réaction de l'outil et qui n'ont pas interagi avec lui. Et donc finalement, cette intelligence artificielle qui était évidemment dans nos quotidiens et qu'on ne voyait pas beaucoup, aujourd'hui, on ne voit tous que ça. Et on en entend en plus beaucoup parler. Et en plus de ça, étant donné que ça devient un enjeu majeur de société, finalement, il y a énormément d'engouement et beaucoup d'entreprises qui s'y intéressent pour le rendre le plus facile d'accès possible et finalement pour arriver à créer un champ des possibles qui ne cesse de s'amplifier. Je trouve qu'il y a une idée qui est intéressante sur pourquoi c'est le moment. Et en fait, ça repose sur l'accès à des datas massives, d'une part. Et ça, on savait le faire depuis un moment quand même. Mais ce qui change tout, c'est l'annotation. Et du coup, tous ces algos peuvent vous dire un grand merci. Parce que l'annotation, c'est le principe du pouce en haut, du hashtag, du du CAPTCHA. Tous ces outils, en fait, ont servi à enrichir les contextes dans lesquels on peut utiliser un mot. Et on ne pourrait pas en être là, j'ai l'impression, s'il n'y avait pas eu cet énorme travail de masse qui a été fait, dans un contexte où il y a eu de l'accumulation de data par des très gros opérateurs de façon extrêmement centralisée. Et ce qui explique aussi une forme de géopolitique, on va dire, des modèles de fondation aujourd'hui, où ils sont principalement entre les mains de géants du numérique qui ont capté toutes ces données pendant des années. Donc effectivement, c'est des effets, des strates qui s'accumulent et qui conduisent à ce qu'on a aujourd'hui. Mathieu, une question pour toi. Tu diriges une entité qui est composée de centaines de créatifs. Comment, en fait, toi, dans ton expérience, tu as pu revisiter l'acte créatif chez WPP en France? Qu'est-ce que tu as mis en place et quel processus et quel premier retour d'expérience tu peux en faire? Alors, on a travaillé sur plusieurs sujets. Je vais en développer un tout petit peu, qui est la partie image, puisque c'est vrai que les créatifs ont beaucoup d'outils à leur disposition pour manipuler les images. Tu parlais des effets spéciaux. Et leur métier n'a cessé d'évoluer techniquement en s'appuyant sur des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour faire un travail de plus en plus élaboré, de qualité, sourcé très rapidement en termes d'image, mais quand même avec une non-perte de maîtrise du créatif sur la destinée de son produit final. Ce qu'on a essayé de faire d'abord, c'est sécuriser son travail, parce que ces créatifs, ils se sont tout de suite plongés dans Midjourney et Stable Diffusion pour essayer d'enrichir leur travail et en faire des outils. Et le premier enjeu a été de sécuriser tout ça en se disant il faut quand même qu'on arrive à maîtriser en termes de droit d'usage ce qui sort de ça. Et peut-être je te laisserai développer et rebondir. Et donc, on a fait un premier partenariat avec Getty Images, pour faire en sorte qu'on ait un modèle entraîné sur Getty Images, de manière à ce qu'on soit, puisque Getty Images a mis en place un modèle de rétribution des créateurs au regard de l'usage qui est fait de leur travail via le Generative AI, de manière à ce qu'on ait quelque chose qui soit, je ne dirais pas maîtrisé en termes de droit, parce que je pense que tout est en construction, mais au moins beaucoup plus sûr. Donc ça, c'est première brique essentielle. Deux autres briques rapidement. La deuxième brique, c'est le fait d'être sûr d'intégrer ces outils de Generative AI dans la suite d'outils
finalement du créatif. Et donc deuxième partenariat avec Adobe, de manière à faire en sorte d'ouvrir des portes vers le Generative AI, intégré aux autres outils, aux autres algorithmes qui sont dans la suite Adobe, puisque c'est la suite évidemment clé pour les créatifs. Et troisième partenariat, NVIDIA cette fois. Donc NVIDIA, vous savez, c'est les cartes, les GPU, les cartes qui font le calcul souvent derrière le Generative AI. Et pourquoi ce partenariat avec NVIDIA? Parce qu'on voulait pousser d'un cran ce qu'il est possible de faire. Et ce qu'on a travaillé avec eux, alors c'est de eux que viennent les algos, ce qu'on a travaillé avec eux, c'est du débruitage 3D. Alors vous savez, quand on a une image, je fais très vite, quand on a une image et qu'on la génère, il y a un débruitage, ça part d'une image un peu floue et puis petit à petit. Bon. Ce qui est amusant avec la 3D, c'est qu'on part d'une sphère et quand on la débrute, ça fait une forme qui peut être un monument, qui peut être un arbre, qui peut être... etc. Donc c'est le même principe à partir de la 3D. Il y a des très belles démonstrations en ligne d'NVIDIA là-dessus, on le voit moins, mais c'est très... Et en fait, pourquoi on utilise ça? Parce qu'en fait, on l'utilise pour générer tous les décors des films publicitaires de manière plus rapide, plus industrielle. C'est à faible valeur ajoutée créative, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Oui, pour rebondir... Pardon. C'est assez intéressant la manière dont on s'assure que les créatifs, alors que ce soit dans une société comme la tienne ou dans une société quelle qu'elle soit, qui n'est pas forcément que des créatifs, c'est important et intéressant de voir comment ils utilisent l'intelligence artificielle. Et lorsqu'ils l'utilisent, de le structurer suffisamment pour éviter qu'on ait d'un côté une communauté plutôt très jeune et très habituée à l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui les étudiants, on en a beaucoup entendu parler parce qu'il y a des logiciels qui les aident à faire leurs devoirs, il y a des logiciels qui les aident à contrôler que leur devoir n'a pas été fait par l'intelligence artificielle, et d'après ça, donc ils ont l'habitude de se servir de ces différents outils et de les j'allais dire presque de les supérioriser pour arriver à ne pas donner l'impression qu'ils se soient servis de ces outils. Et pour que dans une entreprise finalement ce soit pas tout soit bien structuré et organisé et que tous les créatifs soient traités de la même manière, c'est important de poser un certain nombre de règles. Donc, à quels outils ils peuvent avoir recours, de quelle manière, comment ils communiquent, parce qu'on a vraiment des enjeux, parce qu'on est sur une table ronde liée à l'éthique, on a vraiment des enjeux de transparence. Donc, comment ils communiquent au sein de leur entreprise sur le fait qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Et là, il y a quelques mois, il y a eu un rapport du Comité national d'éthique qui nous dit on va peut-être travailler sur un watermark de ce qui pourrait être créé à partir de l'intelligence artificielle. Et ensuite, finalement, ce qui permet à l'entreprise d'être suffisamment informée lorsqu'elle a un contenu, lorsqu'elle a des créations qui sont réalisées par des créatifs avec de l'intelligence artificielle ou uniquement par de l'intelligence artificielle. Et cette information essentielle pour une entreprise est ce qui va ensuite lui permettre de communiquer correctement à l'extérieur, de se protéger aussi correctement et d'avoir un cercle vertueux autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, il y a un enjeu de... effectivement, moi, je ne souscris pas du tout à cette... problématique du remplacement, mais il y a une problématique de transformation forte des métiers qui est quand même à l'œuvre, avec cet enjeu de se dire, vraisemblablement, il y a une étude très intéressante qui est sortie, qui a été faite par l'Organisation internationale du travail, qui montre que effectivement, les métiers vont pas être remplacés, mais fortement transformés. Et sur les métiers créatifs, ce à quoi on peut s'attendre, c'est notamment un changement des conditions de travail et des attentes vis-à-vis de la productivité, de la cadence. Donc c'est sûr que ça va avoir un impact sur ces métiers-là et qu'il y a un enjeu, comme tu le mentionnais, de formation pour éviter qu'il y ait un décrochage entre des créatifs outillés, formés, qui vont plus vite, produisent plus, peut-être produisent moins cher aussi, et des créatifs qui n'ont pas pris le tournant de cette technologie. Donc il y a un enjeu de formation assez fort pour éviter ce type de décrochage vis-à-vis des créatifs. Et je pense que l'enjeu pour les créatifs, alors quand on dit créatif, c'est un mot valise où en fait il y a énormément de réalité dedans. Mais je pense qu'il y a à la fois un enjeu pour eux de protection vis-à-vis de leurs travaux, maîtriser dans quelle mesure, il y a cet exemple de Getty Images, dans quelle mesure
contenus sont exploités par ces grands modèles avec leur accord ou non et la possibilité d'imaginer des modèles économiques pour toucher une rémunération. Mais il y a aussi, et là je prends le créatif qui est peut-être plus un créatif artiste, une forme de besoin de sécurité juridique pour que lorsqu'il travaille avec des intelligences artificielles, on ne puisse pas refuser de lui reconnaître une propriété intellectuelle sur ses travaux. Donc il y a tout un enjeu à la fois de transformation des métiers, d'accompagnement et d'avoir un cadre pour à la fois protéger, que ce soit en amont ou en aval, les travaux des créatifs. Moi, je suis assez persuadée que plus le créatif, dans le sens celui qui crée quelque chose, sera transparent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et pourra communiquer sur le fait qu'il a eu recours à l'intelligence artificielle et qu'il a lui-même impacté en étant très précis dans ses prompts, en le faisant évoluer, parce qu'effectivement, il y a des prompts évolutifs où à chaque fois, on demande plus de détails ou quelque chose qui correspond plus à ce qu'on avait en tête à l'origine en tant que créatif. Et plus il arrivera à expliquer de manière claire sa création, plus on risque de lui reconnaître des droits de création parce qu'il aura parce que la définition de... en fait, un droit est protégeable lorsqu'il est original et il est original lorsqu'il porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et donc ça suscite beaucoup de débat, parce que est-ce que finalement une œuvre qui est gérée ou générée en tout ou en partie par de l'intelligence artificielle peut porter l'empreinte de la création de l'auteur? Moi, je pense que oui, si on est capable d'expliquer avec un certain niveau de détail quel a été le processus créatif de l'auteur, personne physique, lorsqu'elle a fait sa création à l'aide de l'intelligence artificielle. Et pour moi, l'intelligence artificielle sera un outil qui servira de base, comme étaient avant les recherches documentaires, les recherches d'inspiration. Et donc finalement, l'intelligence artificielle sera un outil qui permettra aux créatifs de créer des choses qu'ils auront eux-mêmes impactées. Et dans certaines mesures, ils pourront être titulaires de droits sur les œuvres qu'ils auront créées par l'intelligence artificielle. Et en même temps, ça soulève plein de questions parce que est-ce que la démarche artistique, c'est au fond le concept qui est porté par l'artiste, ou est-ce que c'est la façon dont il l'a réalisé? Il y avait déjà eu ces questionnements sur la sculpture, par exemple un sculpteur, enfin un artiste qui fait réaliser une sculpture par un autre sculpteur, qu'est-ce qu'il en est? Donc au fond, ça pose aussi la question de, jusque-là, on ne demande pas forcément aux artistes de dévoiler toutes leurs techniques de création pour leur reconnaître des droits sur leurs œuvres. Donc c'est vrai que ça repose ces questions-là de façon accrue. Ah oui, c'est clair. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il faudra dire qu'on a eu recours et il faudra l'expliquer dans un process créatif. Ça me semble assez... Je pense qu'une des différenciations importantes du secteur Media Entertainment, c'est l'aspect immatériel de l'expérience, quand même. C'est-à-dire qu'entre la sculpture, le tableau, etc., qui sont des objets physiques qu'on prend souvent en référence, il y a une différence fondamentale, c'est qu'elle est immatérielle, perçue a posteriori. Enfin, il y a des tas de composantes très particulières du Media Entertainment, de l'expérience audiovisuelle ou en tout cas de l'expérience numérique. Et ça pose un problème pour moi qu'on va nécessiter de clarifier, parce que, je l'ai expliqué dans mon exemple de départ, il y a une possibilité d'industrialiser des versions alternatives, pour ne pas dire contrefaçon. Et il y a un autre exemple que j'aime bien donner, c'est un très bon journaliste fait un excellent travail d'enquête et il aboutit à révéler une information qui a la valeur d'un scoop. Et il le fait en distribuant le contenu derrière un paywall, ce qu'on appelle. Il faut s'abonner pour voir le contenu. C'est très facile de prendre un bot de paraphrasing, d'aller sortir l'information du paywall et de le paraphraser, puis de le mettre sur 10 pages gratuites dans le contexte juridique d'aujourd'hui. Le résultat de la production d'un bot de paraphrasing n'est pas protégeable par copyright, mais la contrepartie de ça, c'est que ça veut dire qu'elle ne peut pas être ce qu'on appelle enforçable. On ne peut pas s'en servir comme levier pour dire il y a l'opposé eu au tiers. L'opposé au tiers. Et ça fait que la personne qui a fait la traduction le met en clair, pas derrière un paywall, peut-être en 10 langues différentes, et donc ça lui donne une capacité de monétiser 10 fois plus que l'auteur d'origine. Et vous voyez bien que si vous êtes un gros opérateur data de distribution, la tentation est énorme parce que vous êtes aux premières loges de l'évolution, de voir l'évolution du trafic sur l'information d'origine. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes intentions aujourd'hui sur comment on va organiser la traçabilité. Mais comme la technologie, comme d'habitude, progresse très très vite, on a un vrai problème pour clarifier les 3 contextes qui sont 1. Quelle est la base d'apprentissage ? Parce que non, ce n'est pas parce qu'une data est accessible via Internet qu'elle est nécessairement gratuite. Il y a des paywalls, il y a des systèmes de monétisation qui existent pour accéder à ces datas, de la publicité par exemple. Et ensuite, cet algorithme il a été créé avec une certaine base d'apprentissage.
Et donc, il a des capacités qui vont pouvoir être exercées par des gens qui savent prompter. Et on constatera d'ailleurs que ceux qui promptent très très bien sont ceux qui ont une extraordinaire connaissance culturelle du domaine qu'ils veulent copier. Par exemple, dans l'animation, si vous êtes un mauvais prompteur d'animation, vous dites « faites un personnage d'animation », même avec des modèles où on prend une image de départ. Et si vous êtes un meilleur prompteur, vous dites « à la façon de Miyazaki dans le film ». Et là, donc, du coup, on va chercher une référence qui est extrêmement claire et ça produit quelque chose qui est aussi extrêmement fidèle. Et donc ça, c'est l'algorithme. Une fois qu'il a été créé, se pose la question de savoir qu'est-ce qui va permettre de générer. Et la troisième composante, c'est ce qui a été généré par l'algorithme. Il est le produit d'un output logiciel. Et effectivement, garder une traçabilité du fait qu'il est un output logiciel et pas autre chose, c'est quelque chose qui va être assez important. Donc, je pense qu'on est tous en train d'essayer de chercher des méthodologies. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est mon rôle sur ce panel. Juste pour rappeler que à chaque fois qu'on introduit ces nouveaux outils, et c'est des nouveaux outils et ils sont très intéressants, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils exploitent comme travail préalable de manière à pouvoir organiser une juste rémunération. On en parle à Hollywood en ce moment, je pense. Mais sur traçabilité et transparence, on s'est posé la question, puisqu'on produit, comme beaucoup de gens dans la création, nous, c'est une partie plus modeste de la création publicitaire, mais certes, des choses qui sont à destination du grand public. Et en plus, on le fait pour des tiers qui sont des marques. Donc, on s'est posé la question de savoir ce que le grand public en pensait de tout ça. On a interviewé 1200 Français juste avant l'été, donc quand même relativement proche du fameux mois de mars de la percée de ChatGPT, et sur ce qu'ils pensaient de tout ça. Et il y a deux chiffres que je vous cite. D'abord, à 80%, les Français pensent que c'est la prochaine révolution industrielle. Ils le qualifient comme ça. Et dans les mêmes proportions, demandent une transparence absolue sur le fait d'être informé quant à la nature générée d'un contenu. Donc, il y a une demande du public de transparence et il y a une demande d'éducation sur ces sujets-là pour qu'eux-mêmes comprennent exactement quel est le processus qui a permis de produire le contenu auquel ils sont exposés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête qui a été publiée ce matin qui nous dit que dans les entreprises, il y a plus de 15% des gens qui sont qui utilisent directement l'intelligence artificielle. Et ce qui se développe aussi, et c'est pour ça que moi je suis plutôt une grande partisane de mettre en place des chartes dans les entreprises, ce qui se développe, c'est le shadow IA, pardon. Et le shadow IA, ça veut dire que les gens qui utilisent l'intelligence artificielle sans le dire au sein des entreprises. Et ça me semble être un vrai enjeu et un vrai enjeu de responsabilisation dans les entreprises. Si on est dans les stats, j'en ai une autre que j'aime bien. Oui, vas-y. C'est une étude qui a été publiée en 2021. Et quand on regarde le temps de divertissement cumulé pour des gens qui habitent les pays de l'Ouest, vous savez, ces fameuses 4h30 à 5 heures de divertissement, toutes formes confondues, sur votre mobile, etc. 42%, la consommation de l'infinite scroll, par exemple, représente 42% des audiences. C'est de façon unitaire la plus grosse audience de tout le secteur du média divertissement. Et cet infinite scroll, il est généré par des algos d'intelligence artificielle. Et on voit bien qu'il est généré sans continuité narrative. Et par contre, il génère une attention infiniment monétisable pour la publicité, etc. Donc, c'est pour dire qu'en fait, on est déjà immergé dans ce monde. Par exemple, sans rien trahir de ce que font très bien les agences de publicité, vous pouvez considérer que plus de 60 à 70% des contenus de sites marchands, les descriptions de vos baskets sur les sites marchands, sont générés par des moteurs d'AI, parce qu'ils sont adaptés à vous en tant que visiteur. Donc, on y est déjà sacrément dedans, quoi. Pour rebondir, je pense que par rapport à ce qu'on se disait sur les limites, la transparence, etc., il y a quand même une problématique d'hybridation des pratiques. C'est-à-dire qu'au niveau des créatifs, il y en a beaucoup qui vont certes se servir d'un output qui vient d'une IA, mais ensuite le retravailler, le faire évoluer, etc. Et on peut vraiment se poser la question de, du coup, dans quelle mesure, à partir de quel niveau d'implication l'IA, il faut le signaler, est-ce qu'il faut le signaler tout le temps? Et c'est un peu le type de questionnement dans lequel est empêtré le Copyright Office américain, avec derrière, je te laisserai développer là-dessus, mais
ce qui est sorti des différentes jurisprudences sur le fait de dire, en fonction de la quantité d'implication de l'humain ou de l'IA, on peut reconnaître des droits, et on arrive dans des choses un peu vaseuses, puisque l'enjeu, c'est que ce soit un outil dont tout le monde se serve pour générer des choses. Donc, à quel moment il faut le signaler ou pas, c'est une vraie question. C'est vrai que c'est très difficile d'arriver à trouver le bon curseur et à quel moment on considère qu'il y a eu plus de génération par l'intelligence artificielle que par l'humain ou inversement. Et pour reprendre ce que tu disais sur le copyright américain, en fait, aux États-Unis, on a un système très différent du système français. C'est les gens qui créent peuvent déposer auprès du Copyright Office donc leur création et donc déclarer qu'ils ont des droits d'auteur sur ces créations. Et c'est ce qu'avait fait une personne qui avait créé une BD en générant ces images, donc les images de cette BD, par Midjourney, donc ce fameux logiciel de génération d'images. Et elle ne l'avait pas déclaré, et l'œuvre a été rejetée donc, par le Copyright Office. Et à partir de là, le Copyright Office a posé un certain nombre de règles, et notamment cette règle de transparence, à savoir quand on utilise l'intelligence artificielle, on doit informer le Copyright Office, et on ne peut pas se contenter de déposer une œuvre qui a été partiellement généré par l'intelligence artificielle sans faire preuve de transparence. Donc on a réellement un enjeu de transparence, mais aussi un enjeu de curseur, parce que si on est simplement allé chercher un détail avec l'intelligence artificielle ou une partie de l'image, ou si on a par exemple dessiné soi-même quelque chose et on a demandé à l'intelligence artificielle, on en parlait, mais de mettre un filtre, de le changer un peu, et finalement l'œuvre originale ou originelle provient du créateur, et l'intelligence artificielle s'est contentée de simplement la pimper un peu ou la modifier très, très à la marge. Donc le point du curseur, ça, à mon avis, ça sera vraiment un des points qui seront en débat ces prochaines années ou mois, ces prochains mois. On a beaucoup parlé de la création d'œuvres, hein, bien sûr, de l'idéation et du parcours du créatif. Qu'est-ce qu'il en est peut-être, Gilles, si on s'approche plutôt de la partie fabrication ? Qu'est-ce qui nous sépare, en fait, par exemple, de sortir le prochain Marvel quasiment en push-button Qu'est-ce qui reste à faire ? Il y a des spécialistes dans la salle, on va leur demander. Alors, il reste encore un petit peu de travail. Non, ce qui est clair, c'est que c'est un nouvel outil, que cet outil offre des capacités de productivité différentes, en particulier parce qu'il modifie le type d'interface dont on a besoin de se servir. L'exemple que j'aime bien citer, c'était lorsque Disney faisait de l'animation au crayon. La compétence nécessaire pour être un animateur chez Disney, c'était de savoir très bien dessiner, de décider dans le style de quelqu'un d'autre et de le faire dans une perspective d'animation. Évidemment, la compétence était extraordinairement rare. L'introduction de l'image assistée par ordinateur par Pixar, par exemple, ça a changé la nature des spécialistes, mais la compétence de dessin n'est plus indispensable. Rassurez-vous, beaucoup des graphistes qui font de la 3D savent très bien dessiner, mais elle n'est plus indispensable. Et en fait, on a élargi la base des gens qui peuvent effectivement travailler sur le graphisme assisté par ordinateur. Et ça aboutit à décupler la quantité de contenu, à faire progresser dans un certain sens l'animation, mais certains vous diront que ça n'est toujours pas l'animation. Et il est évident que si... par exemple, pour coder, on rentre dans un espace no-code. Aussi pour interagir avec un objet type un smartphone, quand on est illettré, on peut le faire de façon orale. On voit bien que l'interface change. Et quand l'interface change, on décuple l'accès à une certaine technologie ou une façon de produire des images. Alors, pour faire la transition entre les deux discussions, il y a une thématique que j'aime bien, c'est en fait cette idée d'utilisation AI partielle, totale, etc., ça pose une question de responsabilité. Et vous savez, c'est ce glissement sémantique qui a été très bien décrit dans pas mal de bouquins, entre je fais des contenus ou je fais du journalisme, un film, une fiction ou un documentaire. Il y a eu un moment où en fait ces mots avaient un sens, parce qu'ils impliquaient une responsabilité des gens qui portaient les projets. Et je pense que ça aussi, c'est un bon support d'interrogation sur où on va aller avec l'AI. C'est-à-dire que est-ce que le contrat moral entre les créateurs et les distributeurs va se rompre au point où les distributeurs vont pouvoir exercer la tentation de substituer les créateurs. Ils étaient dépendants l'un de l'autre. Si effectivement le niveau de prompt, la démocratisation est devenu si simple qu'on peut l'automatiser, hein, c'est ça le risque, et ben, en fait,
quel est ce monde dans lequel les contenus qui sont proposés à nos enfants sont intégralement générés de façon synthétique, automatique, en fonction de ce qu'on pense qui marche le mieux et qui répond le mieux, etc. Enfin, on est quand même dans une boucle qui a un sacré larcène et qui est, pour certains segments du marché, déjà une réalité. Je pense qu'il y a cette question de l'accès à ces outils, de ce que ça fait dans la démocratisation du rapport aux créateurs, mais il y a aussi une nécessité de clarifier à titre juridique, mais aussi en termes de projet de société, ces notions de responsabilité sur ce qu'on est en train de faire quand on diffuse une image en tant que distributeur et quand on la crée. À nouveau, je reprends l'exemple du journalisme. Quand on faisait du news avant, on ne faisait pas du contenu, on faisait du journalisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une carte de journaliste, on est censé vérifier les faits, etc., etc. Quand on noie le poisson, on voit bien que ça crée une tension sociale, une tension politique qu'il va quand même nous falloir résoudre à un moment. Je pense qu'il y a un aspect de responsabilité, effectivement, qui est très important sur le fait de se dire c'est pas parce que c'est généré par une IA ou parce qu'on on a une sorte de délégation à la machine qu'il faut faire porter la responsabilité à la machine et non pas à l'humain. Je pense que c'est très important, effectivement, d'avoir cette notion de responsabilité qui est au cœur. Certes, on en utilise, mais on est responsable des contenus publiés, utilisés, etc. Et après, je pense qu'il y a des choix de société, effectivement, que tu évoques plus largement sur, OK, là, on est en train de pouvoir produire des contenus en masse. Moi, il y a une statistique que j'adore, et il n'y avait pas d'IA générative, c'est entre 2010 et 2012, on a généré autant de contenu que depuis le début de l'histoire. Bon, certes, du coup, avec l'IA générative, on va en générer encore plus. À quoi bon? Pourquoi? Dans quel sens? Et sur les productions culturelles, je pense que ça ouvre des possibilités géniales, et ça, il ne faut jamais l'oublier, il faut s'en saisir au maximum. Mais il faut toujours garder en tête aussi quel est l'impact plus global sur, par exemple, la qualité des contenus qu'on va produire. Est-ce que pour produire que ce qui fonctionne le mieux, comme le font déjà pas mal de plateformes de streaming, on va vers un risque d'uniformisation des productions culturelles? Ou alors, si ça, bien sûr, pour les logiques économiques qu'on connaît, ça existe, comment est-ce qu'à côté, on favorise le fait de toujours avoir des productions indépendantes, etc. Donc je pense que c'est des enjeux sur lesquels il faut être extrêmement conscient. Et c'est pas parce que c'est possible techniquement que c'est souhaitable sociétalement. Et je pense qu'on a un enjeu de tous se positionner vis-à-vis de ces enjeux-là. Je pense par rapport à cette notion de volume et de pourquoi on fait les choses, la publicité, quand elle pose un problème, c'est pour deux raisons. C'est parce qu'elle est intrusive, elle perturbe une activité, ou parce qu'elle est non pertinente. Et souvent, ça va ensemble. L'enjeu en communication, marketing, publicitaire, le sujet à résoudre, c'est proposer, augmenter le niveau de pertinence de la publicité pour qu'elle soit acceptée. Parce que si elle n'est pas acceptée, en revanche, elle est rejetée. Vous savez qu'on est le pays champion des adblockers, donc en France, on sait de quoi on parle. Et donc l'IA, elle est là pour résoudre un problème qui est je crée le contenu le plus pertinent possible qui va arriver au moment le plus opportun possible pour l'utilisateur. Si j'arrive en tant que personne de marketing, en tant que marque, à réaliser ça, alors j'ai gagné, j'ai réussi quelque chose, etc. Mais pour faire ça, il faut énormément de volume et de diversité, de largeur de contenu dans la publicité, parce qu'on est tous des individus différents. Et on a tous un récit, un rapport au produit différent. Donc, il faut énormément de volume. Qui dit énormément de volume, dit générer automatiquement, dit une difficulté énorme à contrôler. Or, la responsabilité, elle est celle des marques et des gens qui travaillent avec elles, donc les agences. Cette responsabilité, il faut donner les outils aux entreprises qui utilisent l'IA pour la maîtriser. On a l'expérience des réseaux sociaux qui ont du mal à maîtriser l'ampleur et la largeur des contenus qui sont sur leur plateforme. Comment on fait quand on a une marque et qu'on est... Nous, on a travaillé sur une solution qui s'appelle Brand Guardian, qui passe en revue, donc c'est une deuxième IA, deuxième couche d'IA en quelque sorte, qui passe en revue tout ce qui est produit pour savoir si il correspond bien aux critères d'exigence qu'on s'est posés en termes d'entreprise, entreprise pour laquelle on travaille. Ces critères d'exigence, ils incluent des choses qui sont liées aux représentations, aux critères, aux biais, à la représentation de la diversité, aussi bien que des contraintes légales des marques. Quelqu'un qui fume en France, c'est interdit dans une publicité, etc. etc. Donc,
L'IA, c'est aussi une solution, on le dit souvent, mais l'IA, en l'occurrence, dans ces cas-là, c'est aussi une solution pour adresser ce point-là de la responsabilité. Ouais, pour vérifier a posteriori si il y a bien un contrôle. A priori. A priori, Ouais. oui, mais a priori. Avant diffusion. Avant diffusion, la manière dont ça sera exploité. Donc c'est intéressant. Après, ce que tu décris comme phénomène, il est intéressant parce qu'on en a besoin. Mais on est dans une situation dans laquelle les algorithmes parlent aux algorithmes. Et par exemple, quand on fait de la distribution d'images à destination de n'importe quel type de public, si vous postez sur YouTube, la première personne qui va regarder dans cette société les contenus, ce n'est pas une personne précisément, c'est un algorithme. Et donc cet algorithme, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va essayer d'inférer par une analyse assez complexe si ce contenu, d'abord, il est, pardon, comment on appelle ça, il y a une vigilance pour savoir si ce n'est pas des contenus qui sont infringent, comment on appelle ça, l'activité que tu fais. Atteinte au droit. Ouais, voilà. Oui, pardon, par atteinte au droit de tiers. Mais au-delà de ça, en fait, l'algo, il va essayer de regarder si potentiellement il identifie quelque chose qui est intéressant à montrer à quelle catégorie d'audience. Et donc, en fait, pour passer un contenu à destination de n'importe quelle audience, il faut d'abord déclencher cet algorithme. Et si vous ne le déclenchez pas au bon niveau, globalement, vous n'aurez pas les audiences, quoi qu'il arrive. Et donc, nous, on a mis en place un outil qui nous permet de tester si on va déclencher l'algorithme. C'est totalement absurde. On ne sait pas trop... Il change souvent, en plus, l'algorithme. Alors, il évolue, mais... c'est de la secrète sauce. Mais bon. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui est un peu absurde, c'est qu'on voit bien l'effet Larsen, quoi. C'est-à-dire que je sais très bien, on arrive à détecter si on va déclencher ou pas, mais par contre, on ne sait pas pourquoi. Ce qui est quand même assez marrant. Donc après, on essaie de faire varier critère par critère, et on s'aperçoit souvent qu'en faisant des tout petits changements, on arrive à déclencher très fort. Enfin voilà. Ce monde un peu absurde là, dans lequel on est immergé, voilà, moi, il me pose pas mal de questions. Moi, j'ai une question un peu pour tous. On en a un petit peu parlé, mais le rapport de l'homme à la machine devient un peu vertigineux, en fait, quand on déploie les IA génératives, qui est en fait une réalité. À vous entendre, vous pratiquez tous au quotidien. Comment on détend un peu l'atmosphère, on se projette aux côtés de l'IA, que ce soit dans une formation initiale, dans le milieu de l'entreprise. Comment on fait en sorte que cette ambiance un peu anxiogène retombe et qu'à la fin de la journée, on se conforte dans le fait que l'homme reste le maillon essentiel de la chaîne? Ouais, je pense qu'il y a une façon déjà de se mettre un coup de zen, c'est de dire algorithme à la place d'intelligence dans 90% des cas. Et déjà, ça fait descendre la pression. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans un rapport où on a un support d'un algorithme qui nous aide à faire un certain nombre de choses. Mais bon, après, donc, il y a la dimension intelligence, je vous laisse élaborer. Je pense qu'on est effectivement tombé dans le piège du langage avec ChatGPT et consorts, où effectivement c'est la première fois qu'une machine peut s'exprimer en utilisant notre langage et on peut avoir une forme de dialogue intelligible avec une machine qui a une forme de cohérence. Et tout ça est extrêmement perturbant et je pense que c'est notamment ce qui suscite un certain nombre de craintes qu'on a sur le fait de se dire en fait la machine s'empare d'un des attributs de l'homme qui est le langage qu'elle maîtrise, s'empare d'autres attributs comme par exemple la créativité ou en tout cas ce qu'on estime être de la créativité. Et tout ça, moi je trouve ça quand même assez fou, mais tout ça nous fait douter de notre propre capacité en tant qu'être humain à être meilleur que des machines, ce qui n'a aucun sens, juste parce que la machine est en mesure de reprendre certains de nos attributs. Et comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc effectivement, je pense qu'il y a un enjeu de désacraliser. Certes, ça peut manipuler du langage très bien et il y a énormément d'opportunités à tirer à partir de ça. Ça peut mobiliser des ressorts créatifs et stimuler notre propre créativité, c'est super, mais il faut le considérer pour ce que c'est-à-dire un outil et absolument pas quelque chose qui peut se placer sur le même plan que l'être humain. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que ça doit rester un outil qui aide l'être humain, le créatif, à faire énormément de choses, à démultiplier ses propres possibilités grâce à l'outil, et qu'on est amené très vite à un certain nombre de dérives. Moi, je voyais par exemple en Chine, vous avez des gens qui arrivent à créer un avatar, un peu comme une sorte d'amoureux virtuel, avec qui ils échangent, qui a la forme de ce qu'ils aimeraient comme amoureux virtuel,
qui a les affinités, la bienveillance, la gentillesse, la culture qu'il faut. Et finalement, on arrive facilement, si on lâche prise, à être dans un univers qui est complètement parallèle. Et donc, ça semble un peu loin, la Chine, mais Snap, qui est très utilisé par les jeunes, par exemple, a développé un petit outil qui s'appelle Snap IA, et qui permet d'avoir une sorte de copain virtuel. Et j'ai quelqu'un dans mon entourage d'une vingtaine d'années qui passe des examens, c'est un peu dur, etc. Et elle me dit, mais elle est totalement sympa, normale. Et elle me dit, mais j'étais un peu angoissée, j'ai envoyé un message à Snap IA. Et j'ai dit, mais c'est qui, c'est quoi? Et elle me dit, je lui ai dit que j'étais angoissée. Elle me dit, mais non, mais t'inquiète pas, si t'as bien travaillé, tout va bien se passer. Et en fait, il faut quand même essayer d'avoir toujours conscience que, comme disait très bien Gilles, on parle à un algorithme. C'est un algorithme qui nous rassure parce qu'il nous connaît, et il y a tout ce sujet éthique, donné, à quel moment on est d'accord pour que cet algorithme accède. En l'occurrence, Snap, par exemple, il y a beaucoup de communication qui est faite par Snap et sur les différents, avec ses amis, en envoyant des images. Donc, à quel moment, par exemple, cet algorithme nous connaît, a accès à nos données, à quel moment il peut y avoir accès. Par exemple, ChatGPT donne parfois des informations erronées sur des gens. C'est-à-dire que vous dites, voilà, je m'appelle Vanessa Bouchara, est-ce que vous pouvez me dire qui je suis? Donc moi, en l'occurrence, c'est assez simple, avocate spécialiste en propriété intellectuelle, ils ne se trompent pas trop. Mais en revanche, il y a parfois des gens qui ont des parcours de vie divers, ou des gens qui ont, par exemple, des homonymes. Et là, ChatGPT peut se tromper. Donc dans quelle mesure, avec avec tout ce qui est données personnelles, le droit qu'on a en tant que personne, de demander des rectifications, des modifications, est-ce qu'on peut y avoir accès? Et c'est vrai que je pense que pour que ça reste un algorithme, l'éthique est essentielle, et ça doit rester une considération essentielle à la fois pour les utilisateurs et pour les concepteurs. Il y a un truc qui est marrant, je pense, et je suis ravi qu'on touche le fond, par ailleurs. C'est que, vous savez, dès qu'on descend d'un étage, c'est-à-dire dès qu'on dit plus intelligence et on dit algorithme, on va pouvoir re-questionner tout un tas d'algorithmes. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a aucun crédit bancaire que vous pouvez souscrire qui n'est pas le fruit d'un algorithme, en particulier si vous avez moins de 25 ans. Et aujourd'hui, vous ignorez les datas qui sont utilisées par cet algorithme parce qu'elles sont achetées massivement à des gros opérateurs de data, ce qui fait une grosse partie de la rémunération d'un certain nombre d'opérateurs. Peut-être qu'il y a des assureurs. Il y a quand même des règles. Des banquiers. Oui, mais quand même, c'est-à-dire qu'au-delà des règles, et même si ce que l'Europe a fait sur ça est extrêmement important, je pense que si on descend l'étage de la fusée et qu'on dit il y a des notions de responsabilité, un contenu, ce n'est pas tellement un contenu, il faudrait qu'on précise ce que c'est qu'un contenu, on va faire un mouvement de responsabilité qui va s'approcher du fait qu'on va peut-être découvrir qu'il y a des usages aujourd'hui qui posent problème à la société. Il y avait un très bon exemple que j'avais vu dans une autre conférence, en l'occurrence, et qui était donné, c'est sur les systèmes de recrutement. Ça m'emmerde un peu que le premier système de recrutement, ce soit un outil qui est algorithmique et qui va se servir d'une base de données probablement biaisée. Alors, tu m'inquiète. Peux t'y opposer. L'exemple inverse existe, C'est-à-dire qu'on peut faire un système anonymisé et choisir le type de données qu'on va mettre en valeur, etc., etc. Donc je pense que l'algorithme n'est pas un ennemi. Je pense qu'on peut s'en servir bien, mais qu'il faut soulever un petit peu la casquette de la naïveté pour être bien clair sur le fait qu'on doit avoir des objectifs qui font progresser la société. Ouais. Alors pour redescendre encore d'un cran par rapport à la notion d'algorithme, puisque tu t'es intéressé par le fait de toucher le fond, je ne veux pas parler en son nom, mais j'ai eu la chance de discuter avec Yann Lequin, donc peut-être considéré comme probablement l'inventeur du machine learning moderne, qui est Chief AI Officer chez Meta aux US, qui était à Paris la semaine dernière. Alors lui, la façon dont il en parle, c'est encore plus intéressant. Lui, il dit, d'abord, c'est en rien capable de créer, premier point. Lui, il n'y a même pas de question, ça ne crée pas. Et par ailleurs, c'est un outil statistique qui fonctionne avec des modèles probabilistes. Il dit même pas c'est un algorithme. Il dit bon, bien sûr, il y a beaucoup d'ingéniosité, il y a des techniques informatiques que lui-même a beaucoup promues, qui sont utilisées massivement. Mais il dit on est extrêmement loin, et il cite un exemple qui est intéressant, on est extrêmement loin si on donne un début de vidéo à ce type d'outil, de faire en sorte qu'ils produisent la suite de manière cohérente, qui a du sens, etc. Il me dit, ça c'est encore vraiment plusieurs années, on a le temps
avant que ça se produise, etc. Donc, redescendons d'un cran par rapport au fait ça que marche bien c'est si t'as autre un homme chose qui qu'un bon l'aide. outil, quoi. C'est un bon outil. Bon. Et le piège du langage se referme aussi contre nous, puisqu'on utilise plein de mots propres à l'humain, créer, des choses liées à la volonté. Enfin, même nous, si on se fait notre propre auto-analyse de ce qu'on a dit depuis le début, il est possible qu'on ait employé plusieurs termes qui se rapportent à, en fait, à des facultés humaines, mais qu'on vient reconnaître à la machine en disant qu'elle est en capacité de le faire. Et il y a aussi toute une critique qui est assez intéressante sur la façon dont on évalue ChatGPT et compagnie, où il a réussi le test du barreau, des examens de médecine, des choses comme ça, où en fait c'est absurde de faire passer à des machines des tests qui, soi-disant, permettent d'évaluer les capacités humaines. Ça n'a aucun sens et il faut arrêter de les évaluer comme on cherche à évaluer des humains. Avant de conclure, parce que le temps, malheureusement, nous file, peut-être juste une dernière question. La France porte une super singularité créative, incarnée par ses marques de mode, ses groupes d'électro et autres spécificités. Comment on fait pour projeter les industries créatives dans la Generative AI et faire en sorte que toutes les belles constructions créatives et les belles entreprises qui se sont montées continuent et se pérennisent et puissent prendre ce virage technologique? Je commence sur un point en disant qu'en France, mon sentiment, c'est qu'on est toujours plutôt à l'avant-garde. Ouais. Musique électronique, tu le citais, et donc plutôt à l'avant-garde de l'utilisation de la technologie. Donc il faut surtout se donner tous les moyens d'en bénéficier au maximum pour nourrir la création, se mettre un minimum de barrières pour rester ces leaders-là de la créativité, de l'inventivité, qui vivent toujours dans leur époque de ce qu'est la création, me semble-t-il. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Il faut vivre avec son époque et être capable d'utiliser les outils et d'utiliser la machine avec toutes ses possibilités, tout en gardant notre spécificité, nos capacités créatives et notre différence. Moi, je dirais qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, de tester, puisqu'il y a encore plein d'applications qui restent à inventer. Et là, je fais un petit truc un peu corpo, mais c'est notamment un des rôles de BPI France, d'accompagner l'écosystème dans cette voie-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on se donne toutes les chances pour expérimenter au maximum. Moi, je pense qu'il faut expérimenter, il faut former. On n'a pas parlé d'un point qui est important, qui est la division démographique que représentent ces nouveaux outils, qui vont accélérer certaines tendances de sortie de l'emploi des plus seniors, pour être clair. Mais il y a donc un enjeu de formation et de ce qu'on appelle retooling, c'est-à-dire il faut repenser la façon dont on organise le travail dans beaucoup de secteurs pour vraiment profiter des gains en productivité que ces outils offrent et se concentrer sur des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. C'est souvent ce qu'on fait en France. Et après, honnêtement, il faut beaucoup de capital pour être un gros acteur dans ce secteur. Je dis ça, je dis rien. Message reçu. Est-ce qu'on a éventuellement une ou deux questions à prendre dans l'assistance? Je ne sais pas si on peut faire circuler un micro, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je me lève ou pas. Non, je vais rester comme ça. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. C'était super intéressant. Moi, j'ai une question un peu sur les réglementations et ce qui va arriver dans les années qui viennent. Donc, on a vu que le AI Act il a été décalé pour la réglementation européenne. On a vu qu'il y a aussi eu le comité IA dont vous faites partie, Madame Carré, qui est en train de débattre sur tout ça. Mais ma question, c'est nous, le grand public, comment on peut voir la suite? Comment on peut suivre un petit peu ce qui se passe? Et comment vous voyez, vous, l'avenir sur ces questions? Je vais te laisser l'aspect régulation. Non, mais l'aspect régulation, il est en plein travail, puisqu'effectivement, ça a été reporté, mais ça reste une actualité brûlante et sur lesquelles tout le monde travaille de manière très, très, très efficace et proactive. L'idée, c'est de réglementer, mais pas réglementer à la hâte. Là, je pense à une proposition de loi d'il y a 2 jours, et en fait, on voit qu'elle a le mérite d'exister. C'est super, une proposition de loi française, mais qu'elle n'est pas aboutie encore, puisque
les concepts restent approximatifs. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment bien comprendre, bien l'intégrer et bien voir les enjeux. Les enjeux, il y a du data mining, et ça, le data mining, il y a une directive de 2019 qui existe. Les enjeux, c'est qu'il y a, est-ce qu'une œuvre qui est créée par l'intelligence artificielle, ce qu'on disait rapidement tout à l'heure, est-ce qu'elle est originale ou pas? Est-ce que finalement, qui est créée via l'intelligence artificielle, il faut faire attention au vocabulaire, est-ce que l'auteur, personne physique qui a eu un vrai impact sur cette œuvre, est-ce que finalement, lui reste titulaire des droits? Et tout ça, ça fait partie des questions sur lesquelles il faut se poser. On ne peut pas dire qu'une œuvre est originale en soi, il faut aussi qu'elle soit originale, à savoir qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ça se trouve, dans la vraie vie, un auteur personne physique va créer des œuvres qui sont parfois originales et qui parfois ne le sont pas. Et ça peut être la même chose lorsque un auteur crée une œuvre assistée d'un algorithme, d'une intelligence artificielle. Donc en fait, on a beaucoup de questions à se poser, et l'idée, c'est vraiment d'avoir des règles qui sont abouties. De ce que je comprends de ces évolutions et du travail qui est mis en place pour mettre en place, pour avoir un corpus législatif efficace, l'éthique est un vrai enjeu. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on en a un peu parlé aujourd'hui, et que il est essentiel de se poser des questions en termes de est-ce que la donnée qu'on obtient, est-ce que c'est une donnée vraie ou pas, comment on watermark ou pas, ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait rapidement des données personnelles, comment faire en sorte que finalement il n'y ait pas d'incursion, et que le respect de la législation en matière de RGPD puisse être efficace. Et donc il y a pas mal de choses à structurer, et en tout cas on est on se dirige vers un cadre structuré et des lois en la matière. Oh, ouais. Juste pour ajouter, en fait, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge, ça dépend de nous comme de vous. En fait, engagez-vous. Si vous comprenez les enjeux de société, on a essayé de les éclairer. Vous avez une opinion, vous devez avoir une opinion. C'est le monde de demain qu'on est en train de construire ensemble. C'est votre engagement qui va définir la législation et pas l'inverse. Je te rejoins là-dessus. Effectivement, vous avez mentionné aussi le comité. Moi, je suis dans le volet culture. Il y a tout un travail de consultation de la filière en cours. Mais effectivement, là où je te rejoins complètement, c'est que l'IA générative abaisse d'une certaine façon la barrière à l'entrée pour se saisir de cette technologie et déployer les usages ou les applications dans lesquelles on croit. Donc ça, c'est aussi un levier. Et sinon, je pense que oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en tant que société, il y a des choses sur lesquelles on peut dire oui ou non en fonction des usages qu'on souhaite souhaitables ou non de l'IA. Eh ben, je crois que le gong a retenti, donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages. Je crois qu'on a des beaux messages d'ouverture, d'optimisme, et en tout cas, un grand merci pour ce panel.